sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. C'est l'hymne abrégé de toute nation. Combien d'entre vous ont l'impression d'être les choses de ce monde ? L'Occident est en train de craquer. Et d'un côté, c'est notre chance. La France, contrairement à ce qu'on vous dira, et ce sont des mots aujourd'hui que je ne peux plus entendre, la France, ce ne sont pas des valeurs. La France, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des vertus. Pourquoi on a parié, nous, sur l'éducation populaire et non sur la politique au sens strict, pas du tout par mépris pour elle. Mais je me rappelle d'une discussion très houleuse d'ailleurs avec un de mes premiers patrons politiques, qui était Paul-Marie Couteau. Il avait dit, vous savez, il faut se remettre dans le contexte, nous étions pendant la campagne du 29 mai 2005, qui a été ma première grande campagne politique. Il faut savoir que tous les souverainistes étaient partis perdants. Tous. Philippe de Villiers d'ailleurs, le soir du 29 mai, n'avait même pas, il l'a reconnu, hein, donc ce n'est pas un secret, mais c'est quelque chose de peu connu, n'avait pas préparé de discours en cas de victoire. Il n'avait qu'un discours de défaite, parce que pour lui, pour tout le monde d'ailleurs, moi je l'ai fait cette campagne, la mort dans les yeux, et pourtant, c'était merveilleux. Bon, premièrement, j'ai pu manger gratis pendant 15 jours. Dès que vous allez chez les gens, vous disiez que vous étiez pour le nom, vous avez le droit au moins à un café. Non, c'est vrai en plus. Je l'ai fait à la fois à Paris et dans ma Normandie natale. Et c'était vraiment... c'est un immense souvenir. Je ne croyais pas que le camp que j'avais décidé de rejoindre, j'étais relativement jeune, j'ai commencé à 18 ans, j'ai d'ailleurs commencé trop jeune, m'a conduit à faire quelques erreurs. J'aurais pas cru que mon camp était tellement persuadé de perdre. J'étais très idéaliste. Et d'un certain côté, la campagne du 29 mai 2005 est l'élément fondateur de notre modernité politique à nous, nationaux, de 2015. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'élite française se rend compte que la France lui résiste. Et l'élite européenne se rend compte que la France lui résiste. Elle ne sera que le premier des pays à lui résister. La Hollande, la Grèce, il y a 3 jours, le Danemark. Combien d'entre vous le savent? Le Danemark a dit non à l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union craque de partout, l'empire germano-américain, pièce après pièce, s'effondre. Pourtant, Dieu sait combien nous l'avons payé. Nous l'avons payé des guerres de Yougoslavie, de l'écrasement de la Grèce. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, des jeunes étudiantes grecques se prostituent pour 2 €. Pour le prix d'un sandwich chez elles. Pas moi qui le dis. C'est une étude, je crois, au CDE, qui est sortie la semaine dernière. On en est là. Et c'était ça les deniers du rêve. Fort bien. Fort bien. Et à partir du 29 mai 2005, j'ai vu l'élite française, puisque à une toute petite place de gratte-papier ou de porte-flingue, chaque mouvement politique veut ses jeunes, corvéable à merci, et Dieu sait que je le fus. Comme quoi, vous savez, j'aime beaucoup les militants, je l'ai été, mais parfois un militant c'est un con par construction. Je l'ai été, j'ai le droit de le dire. Et j'ai vu l'élite française évoluer. Premièrement, outre le dégoût profond de son propre pays qu'elle a pris peur de vous. Et elle s'est dit, et l'élite européenne encore plus, parce qu'elle est déliée, elle est hors sol, donc elle peut verbaliser ce que M. Juppé, par exemple, je prends lui au hasard, hein, nous sommes à Bordeaux, donc premier seigneur, premier servi, par exemple, ne peut verbaliser parce que lui, il a besoin de vos voix pour garder une retraite confortable. Ce qui est dit aujourd'hui, et ce qui a été dit à partir de 2005,
c'est que des actes définitifs doivent être faits par l'élite communautaire pour que, si les nations reviennent, qu'elles ne puissent jamais effacer les traces du totalitarisme communautaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un État orwellien en devenir, et qui aimerait être un État brutal, mais qui n'en a pas la force anthropologique, qui aimerait qu'il y ait quelqu'un pour venir vous faire rentrer dans le rang à coups de schlag, mais eux ne le feront pas parce qu'ils sont trop lâches pour le faire. C'est notre chance d'ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit, il faut terminer l'Europe rapidement pour que jamais ils ne s'en relèvent. D'un certain côté, ils ont échoué parce que les mécaniques, vous savez, le 29 mai a été aussi l'aveu d'une chose, c'est que la bête a été frappée à mort. Qu'aujourd'hui elle doit muter pour sa survie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ressorti, vous le savez, le projet transatlantique des cartons, alors que c'est un vieux projet, hein, il date de Kennedy, un vieux projet. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne suffira pas et ne se survivra pas. C'est du moins ce que ses maîtres pensent. Comme ils n'osent pas vous traiter comme ils aimeraient vous traiter, comme ils pensent, si vous voulez, Shmuel Trigano, dans son super petit livre « Le postmodernisme », le dit. Tout ce qui est post-humain a un pied à Bruxelles. Ils pensent qu'en déstructurant vos sociétés, ils vous domineront. Mais a priori, ça ne marche pas, ou du moins pas assez vite. C'est une mécanique extraordinairement lente, qui ne se rend pas compte que si elle compte notre temps, nous comptons le sien. Comme les Britanniques vont nous y aider bientôt. La Grande-Bretagne peut être le premier pays qui facilitera notre libération. Donc, la bête entre eux et nous, c'est aujourd'hui un décompte d'une guerre à mort, objectivement. Ça nous amène, d'un certain côté, quand je regarde 10 ans en arrière, après le 29 mai, je me suis dit, parce que j'ai croisé des jeunes gens, des gens de mon âge extraordinaires, et je me suis dit, ils aiment la France avec les tripes. Ça ne suffira pas. C'est bien d'aimer son pays avec les tripes, c'est la base. La seule chose, c'est qu'on ne détruit que ce qu'on remplace. Et si nous sommes incapables d'avoir une pensée qui, terme à terme, puisse affronter la pensée du système, alors nous ne serons pas un alter-système, nous serons un anti-système. C'est-à-dire nous serons le double inversé des hommes que nous combattons. Et ce faisant, nous resterons des dominés. Et pire que des dominés, des vaincus. Et c'est parce que j'en ai marre de perdre que j'ai commencé cette aventure avec quelques camarades dont certains m'ont fait le plaisir de me suivre 10 ans après. Pourquoi? Parce que c'est par la formation, par la constitution de réseaux. Nous allons y revenir. Le système est réticulaire, pas vertical. L'affronter de manière verticale ne sert à rien. Que nous arriverons au prix d'une campagne très longue. Moi aussi, j'aimerais qu'en 2017, tout soit terminé. Malheureusement, s'il y a élection, et si elle est remportée par un des candidats du camp national, il y en aura peut-être 3 déjà en lice. Le combat ne fera que commencer. Car le pire nous attend une fois arrivé au pouvoir. La France a d'énormes fragilités que des ennemis extérieurs, puissances étrangères, sont capables d'utiliser contre nous. Et d'un côté, c'est pour préparer cet avenir qui, c'est vrai, n'est pas rose. Je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune action dans la vente de Prozac. Ne m'en veuillez pas. Mais malheureusement, la salle des bonnes nouvelles est de l'autre côté. Vous pouvez encore partir. C'est pour préparer des jeunes gens à la fois à être une relève intellectuelle du camp national, parce qu'il y a des hommes de bien qui sont les navires amiraux de notre combat. Je pense particulièrement à Jacques Sapir, à titre personnel. Mais nous ne pourrons pas éternellement demander aux mêmes hommes d'être en première ligne. Donc nous devons former des combattants de différents degrés, car le système se défendra.
et se défendra, certes, avec les moyens humains qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose, aujourd'hui. Si tout ce qui vous reste, c'est Yann Moix, bon, comme soldat d'élite, j'ai vu mieux, objectivement. Hein. Mais bon, il reste aussi Christophe Barbier, le système a de la ressource. Et surtout, de préparer un certain socle d'idées qui seront prêtes si à un moment, un gouvernement d'union nationale se fait. C'était la force du camp souverainiste, dont je reviendrai dans le cœur du débat sur son sens profond, et pas uniquement sur oui, nous on aimerait que nos votes soient respectés, c'est infiniment plus haut que ça. C'est important, évidemment, la souveraineté populaire, mais ça ne résume pas notre combat. Si un gouvernement d'union nationale venait à venir, il doit avoir une certaine boîte à outils déjà prête, et doit y avoir un minimum pensé, parce que tout parachutage électoral, fût-il présidentiel, non préparé, tournera à la catastrophe pour notre camp. Car le pire commencera après. Alors, c'est justement le sens de cette phrase un peu énigmatique que j'avais donnée à notre camarade, quand il m'a demandé sur quel sujet je voulais intervenir. J'ai dit pourquoi nous combattons. Ambiguïté classique d'un sujet de philo, l'ambiguïté du terme pourquoi. Pour quelle raison et dans quel but. Plan simple, comme ça on ne va pas s'embêter. Si ça ne vous dérange pas, hein, vieille habitude de tricheur en copie, je fais des plans simples. J'aimerais vous poser une question personnelle. Combien d'entre vous, si vous pouvez lever la main, ce n'est pas un exercice de dénonciation, hein, nous ne sommes pas sur Canal+. Combien d'entre vous ont déjà pensé à quitter le pays, définitivement, temporairement? C'est bien ce qui me semblait. Je vais en rajouter un. Eh oui. Aujourd'hui, on peut se demander, même si nous allons infiniment mieux qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous sortiez il y a 10 ans, aucun ténor du Parti Socialiste vous aurait demandé de mettre un drapeau à votre fenêtre. Ça prouve vraiment qu'ils sont dans la merde. Nous avons cette envie d'exil. Beaucoup d'entre nous, et particulièrement ceux qui ont levé la main, nous vont avoir presque le même âge chacun. Voilà. En effet, c'est pas par volonté d'abandon, mais parce que nous ne reconnaissons plus le pays que nous aimons et que pour chercher une place, nous sommes prêts à aller la chercher ailleurs, ne serait-ce que pour la liberté des nôtres. À titre personnel, comme jeune père de famille, je me demande quelle liberté aura ma fille si les hommes qui sont en face de nous arrivent au bout de leur schéma, parce que malheureusement, c'est pas du tout, d'ailleurs, il n'y a pas du tout de main cachée qui dirige. Allez voir leurs écrits, ça suffira. De cette société totalement indifférenciée, froide et carcérale, qui pour eux est un rêve. Une sorte de prison dont les barreaux sont en rose bonbon. C'est kitsch, mais c'est invivable. Objectivement, nous avons tous cette tentation et nous en rendons un peu coupables. Puisque si nous partons, qui combattra? Et pourtant, nous nous posons tous cette question, pourquoi continuer? Parce que le terme de continuité résume notre combat. Pourquoi la France devrait continuer? C'est une question. Et pourquoi nous devrions continuer à combattre au lieu de partir? On nous a tellement dit que c'était mieux en dehors de chez nous. Bon, beaucoup de mes camarades reviennent un peu la queue entre les jambes de leur séjour à l'étranger, mais pourquoi? Parce que la crise est mondiale. C'est horrible. Aujourd'hui, des terres d'exil, il n'y en a plus tant que ça. Mais surtout, nous cherchons un but profond à l'engagement et aux idées qui sont les nôtres.
Car si aujourd'hui nous arrivons à comprendre que nous ne sommes pas seuls à penser ce que nous pensons, ça nous est d'ailleurs très reproché, et en cette date du 5 décembre, je pense que dimanche au soir, on va encore nous reprocher qu'il y ait trop de gens qui pensent un peu comme nous. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est une idée. Mais je vois déjà, je ne sais pas, une vision, un plateau sur France 2 avec le monsieur Geoffrin et monsieur Barbier, disant « La haine a frappé. Le mal passe le premier tour. Vite, sursaut républicain, tralala poi poi. » Je ne sais pas pourquoi, c'est une vision que j'ai, ça se trouve, elle est totalement inventée, hein, tout exemple existant ou ayant existé étant purement fortuit. Mais en réalité, la continuité, c'est aussi, et c'est surtout l'un des véritables droits de l'homme, ce dont on ne veut pas vous entendre parler. C'est aussi l'un des droits des collectivités humaines, de se maintenir dans leur être, de se maintenir tels que leurs ancêtres les ont fait. Je vais vous donner un exemple. Quand, dans la pensée républicaine, alors la pensée républicaine, c'est assez simple. La pensée républicaine, c'est une pensée de l'ordre politique, d'abord. C'est-à-dire que l'homme, c'est une pensée qui prend pour base Aristote dans le fait que l'homme soit un animal politique. Et que le premier ordre, c'est l'ordre politique. Vous avez trois grandes pensées structurantes des idées politiques occidentales. La pensée qu'on appelle le républicanisme, mais au sens civique et au sens antique du terme, au sens cicéronien du terme. Vous avez la pensée chrétienne et vous avez la pensée libérale, dont l'ultime rejeton est la pensée socialisante. Que le socialisme naît au XIXe siècle de la brutalité libérale et s'oppose au fait d'individualisme. La pensée républicaine nous apprend quoi? Nous apprend que, Renan le dit très bien, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. C'est l'hymne abrégé de toute nation. La première chose qui tient notre combat, c'est une fidélité à ceux qui nous ont précédés. Navré de faire du Barrès de base, mais ça, il faut y revenir. Barrès, qui est aujourd'hui un auteur maudit et haï, je rappelle que sans lui, la moitié de la littérature du XXe siècle est incompréhensible. Sans lui, il n'y a pas Aragon, il n'y a pas Malraux, il n'y a pas De Gaulle non plus, donc le XXe siècle français commence fort mal. Objectivement, la première fidélité que nous devons, c'est à tous ceux qui ont fait ce pays. Et qui ont fait en sorte que, même si nos vies ne ressemblent pas tout à fait à ce que nous aimerions qu'elles soient, nous sommes des héritiers millionnaires, milliardaires. Regardez tout ce qu'ils nous ont laissé. À peine nés, nous avons à disposition des trésors d'histoire, de culture. Tout ça, c'est l'œuvre de nos anciens et c'est l'œuvre de leur sacrifice. Et la première chose que nous devons, c'est cette fidélité-là. Il ne faut pas oublier que, comme disait Péguy, l'honneur d'un peuple est d'un seul tenant. Et là, c'est à nous d'être au niveau des promesses que nos anciens ont tenues. Ça, c'est la première raison de continuer. La seconde, c'est de trouver un type de société qui puisse être vivable pour nos enfants. Car finalement, les promesses de la vie d'un homme sont des promesses qui passent d'un berceau à un tombeau. Les promesses faites à nos anciens et les promesses faites à nos enfants, c'est à peu près tout ce qui compte dans la vie d'un homme. Et c'est ce qui fait que l'être humain, dont la seule capacité, au-delà de l'animalité, est de pouvoir tenir une promesse, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres encore debout. Sinon, si nous ne retrouvons pas ce sens de la promesse et ce qui va avec, un être qui est capable de promettre est un être d'autonomie, un être qui se donne à lui-même sa direction et sa loi.
ce qui nous manque tant à titre de collectivité, mais à titre de peuple également, et à titre d'individu. Combien d'entre vous ont l'impression d'être les choses de ce monde? Combien d'entre vous ont l'impression que leur vie ne leur appartient pas? Ce qui en partie est vrai d'ailleurs, vu que vous vivez dans un état non libre, donc votre liberté est soumise à autrui. Ah oui, le jour où l'Union européenne ne le veut pas, vos libertés, d'ailleurs elles marchent dessus à intervalles réguliers. Vous aviez pas, qui avait l'âge de voter en 2005? Levez la main. Qui a voté non? Ouais, vous savez où vous avez pu vous le mettre, votre vote? Vous comprenez le problème? Il n'y a pas d'homme libre dans un État qui ne l'est pas. Ça, c'est une leçon à réapprendre. Mais au-delà de l'autonomie, comme disait Castoriadis, il y a autre chose. L'autonomie, c'est à la fois la direction qu'on peut se donner, mais c'est également la limitation qu'on peut se donner. Ce rythme de vie malade, consumériste, dépressif. Je parle aux gens qui sont plus âgés que moi. Vous avez peut-être un souvenir d'une société où même si les conditions matérielles pouvaient être un peu plus dures, mais peut-être vous rappelez-vous d'une société qui portait un peu plus de joie de vivre. Vous savez, j'ai eu un choc dans ma vie, un choc terrible. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai rencontré dans son pays, au Cambodge, pays auquel je suis extrêmement attaché, le dénuement et le bonheur de ces gens m'ont mis dans des abîmes de perplexité. Comment peuvent-ils souffrir autant et sourire autant? Et pourquoi je fais tout le temps cette gueule d'enterrement? Et je vous englobais tous, sans vous connaître à titre personnel, mais à titre de peuple, c'est vrai qu'on fait la gueule, nous les Européens de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui est cassé en nous? C'est que nous n'avons plus ni autonomie ni autolimitation. Nous sommes actés de l'extérieur. Et c'est contre ça que ce qui nous anime tous, sans qu'on puisse le verbaliser, est une sorte de sentiment. Le général de Gaulle le disait bien, à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera. Et objectivement, c'est ce qui parle souvent à travers vous. Plus, la plupart d'entre vous, vous vous êtes opposés plutôt par les tripes et par le cœur que uniquement par un réflexe de pensée, vu que les intellectuels restent assis généralement. C'est à ça qu'ils servent. C'est horrible, hein? Mais objectivement, c'est ça qui parle à travers vous aussi. C'est ce sentiment de vouloir juste être maître chez vous et de vous. Du moins, je pense que c'est l'expérience que m'ont offert la plupart des gens que j'ai vus à travers ce combat. Et je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être pas tous, je ne me permettrai pas, vous correspondez aussi à ça. Pourquoi continuer? Parce que aussi, et ça je m'adresse particulièrement à ceux de ma génération, vous allez avoir une chance. Que nos anciens, ceux qui avaient 20 ans en 70, donc ceux qui sont en 1950, n'ont pas pu avoir. L'Occident est en train de craquer. Et d'un côté, c'est notre chance. Je m'explique, avant que qui que ce soit me jette... Les chaises sont fixées? C'était juste une question de sécurité personnelle. Sinon, je fais confiance à Thomas, qui est physiquement courageux, de venir devant moi pour prendre les projectiles à ma place. Pourquoi je dis ça? Pas du tout par un réflexe post-colonial qui, à titre personnel, évidemment, ne me concerne pas. Je ne viens pas d'un peuple qui a été dominé. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout la haine de l'Occident à la Jean Ziegler ou j'ai pas été marqué par l'anticolonialisme d'extrême gauche. C'est que l'Occident est un mythe et le nom de plume, comme le disait très bien Régis Debray, de l'OTAN et aujourd'hui de l'Amérique. Et la solidarité occidentale est en train d'engluer notre pays depuis les années 70. Or aujourd'hui, l'Occident s'affaiblit. Pas qu'il faut être du côté de tous ceux qui sont ses ennemis. Je vous dis sincèrement que vous soyez à titre personnel ou même que des peuples ouest-européens soient du côté de la Russie, Poutine s'en contrebalance un petit peu. La politique russe s'en contrebalance un peu. La Chine n'a pas de volonté
de réorganiser l'ordre politique, elle veut être la première puissance économique et la plus grande puissance d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire ce qu'elle était au XVIIIe siècle. Elle veut réparer les affronts qui lui ont été faits. Elle n'a absolument pas envie de vous débarrasser de l'American Way of Life. Pour ses concitoyens, elle en rêve. Non. Ce qui va se poser, c'est que le mode à la fois de vie personnelle et politique de l'Occident, centré sur l'axe atlantique, ne pourra pas se maintenir. Là, vous avez deux choix. Soit vous faites ce que feront les élites françaises, c'est-à-dire vous vous effondrez psychologiquement. Pourquoi? Parce que depuis que le général de Gaulle est parti, les élites françaises, elles pensent quoi? Les Américains, ils vont nous sauver. Ils sont venus en 17, ils sont venus en 40, ils viendront nous sauver. Là, je vous donne le sentiment de tous ceux qui ont été l'élite civile et militaire française jusqu'aux dernières années, y compris la haute hiérarchie militaire dont je connais quelques représentants. Donc c'est à vous de voir que quand cette béquille-là, qui est la béquille de ce que le colonel Arbulot, à laquelle je dois tant, avait appelé devant moi, une expression que j'ai reprise dans plusieurs de mes écrits, le syndrome de 45, quand ça ne sera plus dans la tête des élites françaises, elles s'effondreront, psychologiquement. Pourquoi? Parce que les élites françaises pensent que la France est finie, depuis au minimum 1914. Elles pensent que la France est terminée et qu'il faut trouver plus grand. L'Europe, l'axe atlantique. Alors maintenant, ils savent que l'Europe, c'est foutu. Donc maintenant, ça va être l'axe atlantique. Et après, ce sera l'État mondial, quand ils verront que tout est foutu. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'assumer l'héritage et la continuité de ce pays. Donc malheureusement, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un futur aimable et vivable pour les vôtres, il faudra que le corps social français secrète de nouvelles élites. Des élites qui vont devoir cicatriser de plaies historiques qui datent d'au minimum le début de l'ère des Lumières. Et je n'accuse pas les Lumières en tant que telles. J'avais ce débat avec des camarades à midi. Les Lumières françaises ont perdu la guerre intellectuelle face aux Lumières écossaises. Pourquoi? Parce que la France a perdu en tant que puissance face au monde anglo-saxon. La modernité est libérale, certes, mais elle est d'un libéralisme très écossais. Ça ne veut pas dire que vous devez aimer Diderot et Voltaire, ça veut dire juste que ces gens-là n'ont pas gagné et n'ont pas fait la modernité que vous vivez, n'ont pas fait le libéralisme que vous vivez, au-delà du caractère salaud ou non de leurs œuvres ou de leurs personnes. Vous allez devoir réapprendre à penser en français, à vous demander quand l'axe atlantique sera fissuré, qu'allons-nous faire et qu'est-ce que la France peut faire pour elle-même. Et là, vous n'aurez plus le secours d'aller penser à l'étranger, parce qu'à partir des Lumières, on pense comme ça. Les Lumières, c'est un vaste mouvement anglomane. L'Angleterre est mieux que nous, en toute matière. Et malheureusement, c'est passé de l'Angleterre à l'Allemagne, 19e siècle, de l'Allemagne aux États-Unis, et une partie de l'élite française d'ailleurs, s'il faut se faire brider les yeux demain, elle le fera. Sans aucun problème. Vous savez, ce sont fondamentalement des éponges, donc une éponge, ça adhère. C'est son but. Mais si vous entendez entrer dans une logique d'émancipation, vous allez devoir réapprendre à penser en français. Et pour penser en français, il faut vouloir que ce pays continue. Il faut se plonger dans ce que ce pays a fait de mieux, et c'est là où généralement la plupart des gens refusent de prendre les conséquences. Car en réalité, ce que vous allez devoir redécouvrir, c'est ce que mon ami l'historien, brillant historien Jean-Louis Harouel appelait l'égoïsme sacré. C'est-à-dire que vous avez le droit à la survie, comme tous les peuples du monde d'ailleurs. Mais pour ça, vous devez avoir une préférence pour ce qui est vôtre chez vous.
Aujourd'hui, nous sommes dans le discours de l'autre. On ne s'en rend même pas compte que c'est le dernier avatar du discours colonial. Je vous rappelle que le droit français, quand il a été multiculturaliste, c'était la période coloniale. Pour maintenir en minorité les gens dont on spoliait les terres de l'autre côté. Le multiculturalisme, ça sert avant tout à ça. Hein. Ça sert à maintenir un corps social sous contrôle par le multiracisme, parce que c'est ça. Et ça sert à la classe dominante à se maintenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez ce qui se cache derrière le visage parfois hideux du discours de l'autre. Un type de domination tout à fait, comment dire, un type de domination qui passe bien, qui est acceptable à nos oreilles qui adorent la victime. Parce qu'à travers ceux qui aujourd'hui parlent au nom des victimes du passé, vous avez vos dominants du présent. Comment leur en vouloir? Ils n'ont pas le discours des dominants du XIXe siècle, qui est « je te domine, c'est parce que j'ai mon pied sur ta gorge que tu es obligé de lécher mes godasses ». Aujourd'hui, ça passerait mal, à l'ère de Charlie. C'est pas très Charlie. Bon. Alors que vous culpabilisez et vous traire les larmes. Ça, c'est Charlie. Surtout à un peuple qui refuse de s'admettre qu'il est encore culturellement catholique et que, fondamentalement, la morale de la victime et du péché peut servir à le faire chialer assez facilement. Et c'est là où on en vient, car cet égoïsme que tous les peuples ont, si vous voulez, j'ai vécu en immigré. Je sais ce que ça fait d'être regardé comme. Et quand vous êtes avec les Khmers, qui sont un peuple adorable, bah vous voyez qu'ils préfèrent ce qu'est Khmer aux autres. Ils n'ont rien contre vous, bien au contraire. Mais ils sont maîtres chez eux, point. Ils le font comme ils respirent. Alors que nous, on se demande encore si on a, en tant que Français en France, ai-je le droit d'en placer une? Vous voyez? Nous, on a cette timidité à reconnaître qui nous sommes. Et tant que nous ne dirons pas nous, nous serons incapables de résister à la déferlante à la fois matérielle et sociale que l'effondrement ou le tassement économique de l'Europe de l'Ouest, plus la question, disons, de la société multiculturelle vont nous poser, et celle du bouleversement géopolitique. Car ces trois horloges-là, nous n'y couperons pas. Quel que soit le régime que nous aurons, quelle que soit la modernité politique qui sera la nôtre, il y aura à se poser la question de qui sommes-nous? Il y aura à se poser la question de quels moyens politiques pouvons-nous user pour être le plus indépendant possible sur notre territoire? Et il y aura également la question de qu'est-ce qui fait que nous devons rester ensemble? Qu'est-ce qui fait que nous avons encore suffisamment de choses en commun pour ne pas soit nous fuir, soit nous entretuer? C'est horrible, mais ce sont les questions de l'avenir. Et c'est pour ça, parce que ces questions vont se poser, que la France peut être régénérée. Le pire, ce serait la modernité atlantique qui nous pousse du droit de l'homisme charlique jusqu'à la société inclusive, LGBT, etc., jusqu'à la fin des temps et la consommation des siècles. Ça, c'est la mort de la grenouille dans la casserole d'eau. C'est le cauchemar climatisé, c'est l'hospice de la puissance. On ne se relève pas de ça. C'est le destin, tenez-vous-le pour dit, c'est le destin de plusieurs pays en Europe. Particulièrement les pays scandinaves, premiers au monde en termes d'LGBT par exemple. Je n'ai rien contre les LGBT en soi, mais comme idéologie, ça me terrorise. Le genre me terrorise. C'est le cas de plusieurs peuples d'Europe de l'Est qui sont condamnés démographiquement, mais ce n'est pas encore notre cas à nous. Pour peu de temps peut-être. Mais pour l'instant, nous avons encore des possibilités de contre-attaque et de repli qu'une partie de l'Europe n'a plus. Et c'est pour ça qu'il est plus nécessaire peut-être que jamais
en tout cas depuis que la France a été privée de souveraineté, soit depuis le début des années 70, peut-être que les années décisives arrivent pour nous. Que les années du combat sont maintenant. Parce que l'ennemi est moins fort qu'il ne l'a été. Ce qui ne veut pas dire que l'ennemi soit nécessairement l'Amérique. L'ennemi, c'est simple, c'est toute personne qui empiète sur la souveraineté de notre peuple, quel qu'il soit. Je n'ai rien contre la puissance américaine, chez elle. On négocie de deux manières. Soit on négocie debout, soit on négocie à genoux. Et j'en ai marre que la France négocie à genoux. Devant tout le monde. Hein. Maintenant, on négocie même à genoux devant les bédons, si vous vous êtes rendu compte, dont les sympathiques troubadours élégiaques ont fait du ramdam en plein Paris récemment, si vous avez suivi l'actualité théâtrale. Mais cet idéal politique sera très long à remettre en place. C'est une guerre d'une génération. Vous me direz, en 1958, la France est aussi humiliée qu'elle l'est maintenant. On ne s'en rappelle pas, mais l'ambassadeur américain siégeait au Conseil des ministres sous la 4ème République. On ne s'en rappelle pas. Remarquez, à l'école, on ne vous le dira pas. Je ne sais pas pourquoi. On oublie. Je me demande qui écrit les programmes en France parfois. Ou peut-être que j'ai peur de le savoir. L'État était en banqueroute et le pays était à ça de la guerre civile. Oui. Mais d'un côté, je le dis sans fioriture, le général est arrivé avec autour de lui des hommes, et que nul ne le prenne à titre personnel parce que ça m'inclut également. Des hommes peut-être d'une qualité humaine qui avaient été forgés par la résistance, qui étaient certainement des hommes d'une qualité humaine supérieure à ce que nous avons là en termes de matériel humain. Même si je rencontre tous les jours des gens qui me... C'est pour ça que je suis plutôt optimiste, qui font que je suis encore fier d'avoir les idées que j'ai. Le problème, c'est que pour l'instant, nous sommes dans un combat de basse intensité. Un combat qui reste verbal, qui reste un combat de force politique. Si à un moment le système, disons, bascule, comment réagirons-nous? Comment réagirais-je? C'est facile de dire qu'on aurait été résistant à 70 ans après. C'est l'acier est forgé avec le feu et c'est là où nous saurons ce que nous valons. Et ça vaut pour nous tous. Et moi, c'est une question qui me revient à intervalles réguliers. Qu'aurais-je fait? Que ferais-je? Parce que nous allons vivre des années qui vont tanguer un petit peu, je ne vous cache rien. Peut-être que vous le sentez à vue de nez, ça va tanguer. Et justement, au-delà de la formation, au-delà du réseau, au-delà de la préparation politique, il y a un travail à faire pour chacun de nous. C'est un travail de consolidation personnelle et spirituelle. Attention, n'appelez pas tout de suite la mission interministérielle de lutte contre les sectes, je ne suis pas concerné. Je dis juste que la France, contrairement à ce qu'on vous dira, et ce sont des mots aujourd'hui que je ne peux plus entendre, la France, ce ne sont pas des valeurs. Et les fameuses valeurs républicaines que Manolo, vous savez, le sympathique catalan qui se croit au POUM en 1936, là où son père n'était pas. Contrairement à ce qu'il dit. Le POUM, c'était l'extrême gauche qui s'est entretué pendant la guerre d'Espagne, qui a été tué par les staliniens. Et comme chacun sait, Manuel Valls est fils de héros de la guerre d'Espagne. Comme chacun sait. À titre personnel, et c'est là où les différentes traditions qui ont fait la France devront, et c'est pour ça que des hommes de bien doivent pouvoir se parler maintenant, avant que l'affrontement le plus dur ait lieu, car la France, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des vertus. Question lesquelles? Pour quel projet de société? À titre personnel, je vous l'ai dit, j'appartiens à la pensée républicaine, qui est une pensée qui trouve ses premières armes dans la pensée grecque, chez Aristote ou chez Démosthène. Donc fondamentalement, nous sommes des gardiens de la cité. Nous ne pensons que peu au type de société, contrairement à
à des écologistes ou à des socialisants qui se demandent comment bien vivre. Nous, notre but, c'est la protection. La seule question qui m'habite, c'est comment protéger mon pays. Et c'est là où, d'où que nous venions, nous devons avoir ce débat maintenant, c'est-à-dire comment penser une vie vivable pour les nôtres, chez nous. Et pour le reste, pardonnez-moi d'être un tout petit peu obtus, mais avant de sauver le monde comme certains prétendent le faire, je pense qu'il faut mieux sauver les siens, parce que l'obligation première de solidarité que nous avons, c'est les nôtres. Parce que c'est les seuls sur lesquels nous pouvons avoir une véritable emprise pour les aider. Comme disait ce superbe film, Qui se démerde le soldat Ryan, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas de volonté de... Nous ne devons pas avoir de volonté, si vous voulez, d'un héroïsme romantique qui est passé de mode. Aujourd'hui, nous devons essayer de répondre à des questions simples. Comment faire vivre le mieux possible les gens qui vivent chez nous, dans notre territoire? Et comment les faire vivre de la manière la plus indépendante possible, et pour ça, comment ressusciter un outil de décision et de politique publique. Je sais, ce n'est pas la grande croisade chevaleresque que certains aimeraient entendre. Je le reconnais. Malheureusement, il n'y aura pas de croisade chevaleresque. Aujourd'hui, ce sont des questions politiques strictes qui doivent être posées. Ce n'est pas le combat de la fin des temps. Ce que je vous demande, c'est parce que je sais que les grandes périodes d'incertitude collective amènent, et c'est normal, et d'un côté c'est sain, à un retour de conscience religieux. Mais ce que je vous demande, c'est de garder à l'esprit que la situation qui est la nôtre, même si nous devons la transcender anthropologiquement, humainement, reste une situation politique qui doit se penser politiquement. Ce n'est pas un... Nous ne combattons pas pour les fins dernières. Nous combattons juste pour ce bout de terre béni qui nous a donné tout ce que nous sommes. Et quoi que nous pensions de nos vies, cette terre nous a donné tout ce qu'elle pouvait. Et d'un côté, c'est à nous, si nous sommes dignes d'être des hommes, donc, je reviens, ces êtres doués d'héritage et de promesses, c'est à nous de rendre ce qui nous a été donné. Ou sinon, eh bien, nous ne serons plus ce que Xavier Bichat appelait de la vie animale, c'est-à-dire de la vie avec les autres. Nous serons de la vie organique. Ce que Amélie Nothomb, référence que je cite rarement, vous imaginez bien, avait bien compris dans Métaphysique des tubes, c'est-à-dire qu'à la base, l'enfant est un tube digestif. De notre sort d'esclave. Ne pas se plaindre et ne pas faire semblant de vouloir y résister. Et surtout, et j'en terminerai par là, ce projet doit nous apprendre une dernière chose. À mon avis, pourquoi combattre? Pour redécouvrir une autre part d'humanité qui, certes, celle-là est la plus douloureuse. Et c'est pour ça qu'on a fui l'idéal national, à cause d'un passé qu'on a très largement réécrit. C'est la vocation sacrificielle qu'on doit au nôtre. Par exemple, un brave Charlie m'a écrit, suite à mon dernier entretien, un truc fleuve en me disant qu'il avait eu la nausée. C'est fou, comme le droit de l'homisme, ça fait l'estomac délicat, vous trouvez pas? Ce sont des gens qui ont vraiment l'estomac très délicat. Il m'a dit oui, c'est horrible, le pacifisme peut tout à fait se concevoir. Je lui ai dit oui, camarade, à titre individuel, oui. Mais tes devanciers dans les années 20 ont été beaucoup de bons collabos. Rien ne les y forçait. Rien ne les y forçait. Et toi, tu te prépares à faire de même. D'ailleurs, que toi, tu ne veux pas te battre, c'est tout à fait ton droit. Mais c'est pas la peine non plus de penser que parce que toi, ton but est de ne rien faire, que c'est un idéal anthropologique hors du commun. Parce que, comme dirait l'autre, sculpter, c'est quoi cette phrase?
Un homme qui utilise ces matières pour faire un arbre à connaissance, c'est ça, un branleur. Donc, n'est-ce pas? Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on a éloigné l'idéal national, particulièrement des jeunes, à travers la notion de sacrifice. En disant, la nation est une divinité sanglante, pour laquelle des millions d'hommes sont morts. Premièrement, c'est une lecture fausse de l'histoire du XXe siècle. L'histoire du XXe siècle, c'est le résultat de deux choses. C'est le résultat des États faillis et des empires faillis. La pire chose géopolitique qui peut exister, c'est un empire qui s'effondre. L'Autriche-Hongrie. La décomposition de l'Autriche-Hongrie nous a coûté la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est potentiellement l'effondrement de l'empire euro-atlantique et peut-être plus de l'empire eurocrate que de l'empire américain. Cette menace stratégique nous mettra en face de ce que nous pouvons être pour notre pays et nous remettra en face également de cette notion de sacrifice. Car contrairement à ce qu'on vous dira, en effet, on vous a fait entrer dans un système libéral avancé pour vous sortir, pour vous dire « Oui, notre société est dégueulasse et décadente, mais il n'y a plus de guerre, non ?» Si. Il y a une guerre de tous les instants contre votre être moral, que vous immolez, que vous sacrifiez tous les jours. Eh oui, nous vivons dans une société de corruption généralisée et vous l'acceptez tous les jours comme moi. Et donc, tous les jours, nous sacrifions une part de nous-mêmes. Alors certes, nous n'avons plus de vision héroïque qui fait que nous ne sacrifions plus nos vies. C'est peut-être un progrès. J'en suis pas aussi sûr que ça. Parce que, si on regarde bien, certes, quand nous étions pénétrés de ce sentiment de la défense des nôtres, que certains aiment appeler nationalisme, machin, tout ce que vous voulez, oui, il y avait bien des raisons de mourir, c'est vrai. Mais quand on connaît les raisons de mourir, on a des raisons de vivre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque plus que tout? Des raisons de vivre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, entre le suicide, qui, je le rappelle, est la première cause, enfin, est la deuxième cause de mort chez les 15-24 ans, et la première chez les 25-35 ans, et encore, plus les accidents de la route vont baisser, plus le suicide deviendra premier chez les 15-24 ans, plus l'effondrement que la drogue, la dépression, etc. font à toute une partie de la jeunesse. C'est une petite guerre que nous parlons. Moi, oui, la guerre n'a pas tué certains de mes amis, j'ai néanmoins enterré 9 de mes camarades de mort violente. Et ouais. D'un certain côté, c'est une guerre c'est une guerre de tous les instants, fait à ce qui fait de nous des hommes. C'est un conflit anthropologique entre deux définitions de l'humanité, c'est-à-dire soit une définition solide de l'humanité, solide, c'est-à-dire avec des divisions nettes, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait de zones grises entre les deux, mais au moins avec des choses, comment dire, avec des choses assez claires. Je suis un homme, je suis une femme, par exemple, ça commence par là. Enfin, je dis ça, je dis rien, n'appelez pas Caroline, hein, non, on ne sait jamais. Elle peut sortir dans un coin de sous terre, on ne sait pas d'où ça vient, ces gens-là. Mais je suis un adulte, alors qu'aujourd'hui, on mixe toutes les catégories. On est hommes et femmes, adultes et adolescents. On est français et tant d'autres choses. Oui, les êtres ont des identités multiples, mais ils ont des identités majeures et des identités mineures. Comme les gammes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que fondamentalement, il y a des choses qui vous définissent plus que d'autres. Et on veut vous empêcher de vous définir vous-même dans une espèce de grand flou, en vous disant oui, soit multiple, soit divers, oui, soit rien.
qu'objectivement, à la fin, on n'est rien. C'est une sorte de décomposition anthropologique qui vous passe par l'empire du bien. Au moins, si vous n'êtes rien, la société sera apaisée, parce qu'entre rien, on ne se bat pas, on n'a pas d'intérêt. Vous allez vous battre pour quoi? Pour l'identité, vous n'avez plus d'identité. Pour le bien-être, prends 2 ghetto blasters, ton RSA et ferme-la. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous n'avez plus de conscience morale, vous n'avez plus de raison de vous opposer à qui vous dominez. Et c'est pour ça qu'on vous interdit tout lien transhistorique. Qu'on vous interdit cette grande promesse qu'est la nation. Parce que c'est une grande promesse de ceux qui ne sont plus à ceux qui seront encore. Comme disait Auguste Comte, une société c'est faite de plus de morts que de vivants. C'est pour éviter que vous sachiez vous positionner dans le temps et dans l'espace, vous voyez? C'est ça que j'appelle une humanité ferme ou solide, par opposition à liquide chez Zygmunt Bauman. C'est-à-dire où tout est dans tout et inversement. Où tout est dans tout et à la fin, tout le monde est réconcilié dans rien. Le grand rien, qui est l'appel de la mort, finalement. Parce qu'à la fin, une société où il n'y aura plus ni hommes, ni femmes, ni nationaux, ni antinationaux, ni vivants, d'un côté, ni vivants, ni morts, c'est l'ultime frontière. D'ailleurs, que vous vantons aujourd'hui? Le transhumanisme, non? L'homme derrière la mort. L'ultime frontière. Bien évidemment, pour ceux qui pourront se le payer, mais ça, c'est écrit en petit dans le contrat. Ce cauchemar ne nous est pas nécessairement promis. La seule chose pour nous aujourd'hui, je terminerai par là, et c'est l'autre sens de pourquoi nous combattons. Pour quel projet? Le projet, il est d'être de ce camp des gardiens de la cité, de ce camp des politiques que la France a toujours su trouver quand elle en a eu besoin. Est-ce que vous voyez d'où vient l'expression camp des politiques? Tout à fait. Tout à fait. Le camp des politiques, c'était les hommes de Jean Bodin. Jean Bodin qui devrait avoir des places dans toute la France et qui n'en a pas. Pourquoi donc? Pourquoi donc? C'est drôle, hein, c'est drôle ça. Pourquoi on oublie les grands hommes alors qu'il y a des tas de gens qui ont des places en France? Il y a même une place Frédéric Mitterrand. Vous vous rendez compte? Si, si. Juste à côté du faubourg de l'Enfance. Si, si, c'est à Paris, 17e. Très joli petit coin. Mais Jean Bodin était l'homme qui a formalisé la doctrine de la souveraineté. D'ailleurs, un très grand ouvrage qui va sortir dans quelques semaines de Jacques Sapir là-dessus, et sur les écrits de Bodin. Au milieu des guerres de religion, des hommes se sont levés pour dire nous sommes le camp des politiques. C'est-à-dire nous sommes le camp de la souveraineté, et que la guerre métaphysique que se mènent nos frères ne doit pas mener à la destruction de ce qui compte réellement, la patrie, son indépendance. À travers ce camp des politiques, vous pouvez voir des tas de figures historiques que vous pouvez aimer ou pas, que certains aiment ou pas. Richelieu, De Gaulle, quelques autres. Ces hommes qui se sont levés et qui ont rebâti un ordre. D'ailleurs, l'histoire de France, généralement, leur accorde une légende noire, à cause de ça. Parce qu'on n'aime pas les bâtisseurs d'ordre. On préfère les fouteurs de bordel. Ou les hommes du beau geste. Et j'en terminerai par là. Le beau geste que certains veulent vous vendre, c'est une habitude de loser. Le chevalier Bayard, c'est un loser. Comment il est mort, Bayard? Il est mort d'une arquebusade en plein thorax. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait interdit à ses hommes le port de l'arquebuse. Arme de dernière génération parce que c'était une arme de lâche. Elle était moins belle que le corps à corps. Ces hommes ont été massacrés. Et oui. Voilà comment s'est terminée l'histoire du beau geste. Or malheureusement, l'honneur, aujourd'hui, nous implique pas une logique de beau geste pour se faire plaisir, mais au moins une logique de moyens, une obligation de moyens, sinon de résultats. Ou alors,
comme disait Bernanos. Nous devrons tendre les mains à nos chaînes. Je vous remercie.